Procivis, l'immobilier qui a du sens présente. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet. Nous nous retrouvons pour le 73e numéro d'Osez investir l'hebdo de l'investissement réussi. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Quel sujet allez-vous aborder cette semaine, Thomas ? Eh bien, détecteur de fumée comme innovation de la semaine. Nous recevrons ensuite Céline Mahinck, dirigeante d'Eden Finance, courtier conseil en gestion de patrimoine. On continuera avec notre consultant en gestion de patrimoine Guy Marty et nous allons faire un focus sur l'immobilier neuf sur Orléans. Et en deuxième partie d'émission, nous serons avec Olivier Babot, économiste, pour nous donner son analyse de la situation actuelle et ses prévisions économiques. TheLog.fr, la plateforme qui vous simplifie la log présente. Sud Radio, Osez investir, la clé de la semaine. Thomas, vous allez nous parler d'un détecteur de fumée intelligent Netatmo qui a la particularité de nous prévenir lorsque la batterie est faible, c'est bien ça ? Exactement Philippe, parce qu'entre les alertes de batterie faible, l'oubli de votre toast dans votre grille-pain le dimanche matin et l'alarme qui sonne alors que vous n'êtes pas chez vous, voire quand vous dormez, les détecteurs de fumée nous donnent envie de les étouffer sous un oreiller. Alors nous ne sommes informés d'un départ de feu que lorsque nous revenons chez nous, malheureusement, et ils ont constamment besoin que l'on remplace leur pile. Bref, ce n'est pas toujours la panacée. Le détecteur de fumée Netatmo vous évite tous ces soucis, mon cher Philippe. Alors, comment fonctionne ce détecteur de fumée intelligent, Thomas ? Alors, le détecteur Netatmo dispose d'une batterie longue durée de 10 ans d'autonomie qui couvre toute la durée de vie du produit, ce qui implique qu'au bout des 10 ans, il faudra remplacer ce détecteur. Quand un incendie se déclare dans votre logement, où que vous êtes alerté en temps réel sur votre smartphone et celui des membres de votre famille. Vous pouvez le désactiver directement via l'application. Le détecteur contrôle automatiquement la batterie, le capteur de fumée et la connexion Wi-Fi. Et quel est son prix ? Alors, un détecteur Netatmo est actuellement au prix de 99,99 €. Le pack de 2, 179,99 € et le pack de 3, 269,99 € sur leur site. Eh oui, forcément, Philippe. Alors maintenant, vous allez pouvoir écouter Johnny Hallyday avec votre détecteur sans aucun risque. Ah que oui, Thomas. Sud Radio, Osez investir. Notre invitée cette semaine est Céline Mahinck, dirigeante d'Eden Finance, courtier conseil en gestion de patrimoine. Oui, Philippe, Eden Finance est un courtier conseil en gestion de patrimoine, investissement financier, opérations de banque, assurance et spécialiste de l'immobilier et du crowdfunding. Et c'est pour parler financement participatif que nous vous recevons dans Osez investir. Bonjour Céline Mahinck. Bonjour. Merci de votre invitation. Céline Mahinck, en quelques mots, c'est quoi le crowdfunding ou financement participatif pour expliquer à nos auditeurs ? Alors, ça peut être assimilé à un tour de table immobilier, c'est-à-dire que vous êtes aux côtés d'un promoteur, mais l'opération est plus avancée que dans un tour de table normal et vous prêtez de l'argent au promoteur pour qu'il puisse soit refinancer ses fonds propres et enclencher une nouvelle opération, ou alors vous êtes comme une banque. Et vous prêtez de l'argent également au promoteur pour qu'il puisse, ou au marchand de biens, pour qu'il puisse avancer dans son projet. Alors, le crowdfunding est répandu dans d'autres pays que le nôtre, ce n'est pas encore très connu en France, c'est aussi pour ça qu'on vous invite. Est-ce que vous sentez que le public français devient réceptif ou est méfiant de ce système ? Alors, on peut dire vraiment que l'année 2020 a consacré le crowdfunding immobilier comme une classe d'actifs à part entière. C'est-à-dire qu'il a su... Alors, il est né on va dire que les toutes premières plateformes ont commencé à faire du crowdfunding immobilier en 2012-2013. Première réglementation en 2014, suivie de plusieurs autres vagues de réglementation. Or, on voit que à chaque fois qu'il y a une réglementation dédiée à un métier, ça l'aide à grandir. C'est comme si on donnait la main à un petit enfant pour grandir. Et donc, on a vu ce crowdfunding se développer. On commence donc à avoir pas mal de perspectives de prise de recul. Ça fait 4, 5, 6 ans pour certaines plateformes. Et puis 2020 a vraiment montré un crowdfunding qui a répondu présent. C'est-à-dire que la première période de confinement notamment, les banques, bien malgré elles, ont pas forcément, malgré tout ce qu'elles ont pu mettre en œuvre, pu continuer à exercer leur métier de la même façon qu'elles l'ont toujours fait. Et il y a des porteurs de projets qui ont besoin de financement de façon rapide et pour que ça continue. Et là, le crowdfunding était vraiment bien présent. Donc,
classe d'actifs à part entière et les gens commencent vraiment bien à le percevoir. Alors, qui peut être intéressé par ce type de placement ? Bref, quel est votre client type dans ce type d'opération ? Alors, c'est rigolo parce qu'il n'y a pas de profil type en termes d'âge. Il y a des très jeunes, il y a des personnes plus matures, il y a un peu toutes les catégories socio-professionnelles. Je dirais qu'il faut avant tout être capable d'accepter du risque parce que quand on vous promet un rendement aux alentours de 9 points, il faut bien évidemment considérer que vous avez un risque qui est lié à cette promesse de rendement. Est-ce qu'il y a des points de vigilance que l'on doit avoir quand on fait ce type d'opération ? Alors, oui, il y a un risque de perte en capital, un risque d'illiquidité de l'argent qui a été confié à la plateforme pour un projet défini. Pour le crowdfunding immobilier, le risque d'illiquidité est peut-être moindre que pour le crowdfunding en général, c'est-à-dire le crowdfunding qui va financer de la TPE ou de la PME. Parce qu'une fois que le porteur de projet immobilier a bouclé son projet, son but primaire, c'est de vendre ce qu'il a réalisé. Et donc, une fois que c'est vendu, il n'a aucun intérêt à garder l'argent et à ne pas le rembourser. Merci Céline Mahinck, et je rappelle que vous êtes la dirigeante d'Eden Finance, courtier, conseil en gestion de patrimoine. Sud Radio Oser Investir. Nous retrouvons notre consultant en gestion de patrimoine et fondateur de pierrepapier.fr, Guy Marty. Oui, nous venons parler de crowdfunding immobilier. Guy, ne me dites quand même pas que vous avez une anecdote historique sur ce sujet. Je vais vous surprendre, mon cher Thomas. Allez-y. Figurez-vous qu'au Moyen-Âge, pour la construction des cathédrales, la richesse des évêques et de quelques grands de l'époque était loin de suffire. Il a donc fallu faire appel au peuple. En échange des sommes que les gens voulaient bien donner, la rentabilité qu'on leur proposait était en bonheur pour la vie éternelle. Un investissement un peu particulier, certes, mais un investissement quand même. Et dites-moi, la traduction de crowdfunding, c'est bien le financement par le peuple, non ? Oui, paraît-il. Mais reconnaissez, Guy, qu'avec les cathédrales, on est quand même dans un immobilier un peu particulier. Eh bien, pour l'immense chantier de la reconstruction de Paris par le baron Haussmann, sous Napoléon III, le financement par l'État n'était pas suffisant. Les frères Pereire eurent alors l'idée de lancer des sociétés pour acheter des terrains, les aménager, puis construire des immeubles et les conserver en gestion. Ils ont fait appel à la bourse, qui était la technique de financement de l'époque. Une foule d'investisseurs les ont suivis. C'était bien le financement immobilier par la multitude, donc du crowdfunding. Moyen-Âge, 19e siècle. Vous savez quand même qu'on est au 21e siècle, mon cher Guy ? 21e. Bon, je vais revenir au 20e. C'est à chaque fois une affaire de nouvelles techniques. Dans les années 60, par exemple, la mode naissante, était au marketing par coupon-réponse. C'est comme ça que sont nées les toutes premières SCPI, Sociétés Civiles de Placement Immobilier, en s'adressant à la multitude des lecteurs de journaux, crowdfunding, immobilier. Ce que je veux dire, en fait, c'est que le financement par la foule est vieux comme la finance. Il mute sans cesse. Avec les nouvelles possibilités offertes par le numérique, il mute une nouvelle fois. Et pour que ce sonne nouveau, on lui donne le mot de crowdfunding. Merci Guy. ImoEstime, commercialisateur en immobilier neuf, présente Sud Radio Oser Investir Immo News. Thomas, nous sommes en compagnie de Fabio Mastroianni, directeur des filiales du groupe et du pôle promotion de Procivis Eure-et-Loir. Vous êtes promoteur installé sur Chartres et vous allez nous parler du marché du neuf à Orléans. Bonjour Fabio Mastroianni. Bonjour à tous. Comment se porte le marché du neuf sur Orléans et quelle est sa tendance actuelle ? Écoutez, Orléans, ville-centre, effectivement extrêmement dynamique avec un bassin d'emploi dense, extrêmement actif. On a remarqué que sur les 10 dernières années, par exemple, l'augmentation a été de 10%. Et sur les 2 dernières années, notamment 6,5%. On sait aussi que le niveau de prix il est en vérité 4 fois moins cher que celui sur la capitale, donc à 1 heure, et en particulier sur la gare d'Austerlitz. Les demandes sont considérables. On sait aussi qu'avec la fin du confinement et dans la crise sanitaire actuelle, les Parisiens sont attirés et Orléans participe à cela. Les entreprises qui, par exemple, viennent mettre leurs sièges sociaux, s'installer. Aujourd'hui, 14 programmes neufs en cours de commercialisation, donc un marché dynamique. Alors, au-delà de la situation de chacun, si je souhaitais faire un investissement, un placement sur la ville d'Orléans, vers quel type de bien devrais-je m'orienter ? Écoutez, moi en tout cas, je dirais que la typologie cible, c'est les studios, les types 2, voire les types 3, en tout cas les petites surfaces,
toujours équiper des espaces extérieurs, balcons, terrasses, idéalement du stationnement. Les investisseurs se les disputent et les prix vraiment demeurent compétitifs. Les placements sont extrêmement rentables sur ce genre de typologie de petite surface. On sait aussi qu'avec la ligne de tramway, des villes vont avoir de la profitabilité. Par exemple, Olivet, qui peut également proposer ce genre de programme. Oui, Olivet qui est en périphérie d'Orléans. Si je veux investir dans le neuf sur Orléans, à quoi dois-je faire attention ? J'espère pas être le premier à l'avoir dit, mais je pense qu'il y a qu'une chose. Il y a qu'une chose qu'il faut privilégier, c'est l'emplacement. L'emplacement, c'est extrêmement important puisque c'est l'emplacement pour acquérir, l'emplacement pour y vivre, proche des commodités, également pour aller au travail, également pour les enfants, proche des écoles. Donc l'emplacement est extrêmement important pour le cadre de vie et puis également pour la revente puisque l'emplacement, c'est aussi la rentabilité à long terme. Donc, est-ce qu'il y a un quartier d'Orléans dans lequel je devrais aller plus facilement ? J'ai envie de dire l'hypercentre, le cœur de ville, mais si c'est pas le cas, juste tout proche, non loin des bords de la Loire. Toujours. Merci Fabio Mastroianni. Restez avec nous, on revient dans un instant avec le club Oser Investir et Olivier Babot, économiste, pour nous donner son analyse de la situation actuelle et ses prévisions. Sud Radio, le grand matin week-end, Oser Investir l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet. Avec Procivis, l'immobilier qui a du sens.